Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce club économobilité dématérialisé, donc AEPAC et MIPLEN du 16 novembre 2021. Je crois que j'ai un petit peu perdu le compte en termes de club économobilité dématérialisé, mais on doit être autour du 20e à peu près, donc commence à faire quelques-uns qu'on aura disponibles en replay sur YouTube. Donc normalement, vous aurez toutes les informations à la fin de ce club, du coup, pour revoir toutes les présentations, avoir le replay, les dates des prochains clubs, etc. Le club va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur la zone à faible émission, sur voilà, qu'est-ce que c'est, quel périmètre, quelque chose de très concis. Toutes les informations sont à retrouver en ligne après sur le site de la métropole de Lyon ou de la Chambre de commerce, mais au moins vous aurez, via ces quinzaines de diapositives, un premier état des lieux très clair sur la zone à faible émission avant que Pierre de Berthollet enchaîne sur une thématique plus orientée autour des motorisations alternatives, donc extrêmement importante dans la future zone à faible émission. Donc c'est parti. Pareil pour les questions. Si vous avez des questions qui sont vraiment en lien avec la diapo, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, on aura un temps de questions-réponses plus simple, plus ouvert en tout cas en fin de présentation. Donc, la zone à faible émission sur la métropole de Lyon. La zone à faible émission, c'est un dispositif qui a été soutenu par l'État qui a pour objectif de faire diminuer les émissions des polluants dans les plus grandes métropoles de France, notamment pour améliorer la qualité de l'air. On est d'autant plus impacté à Lyon qu'on est dans un territoire où les zones à faible émission actuelles et en projet sont assez nombreuses autour de la métropole lyonnaise. Donc nous, on parlera beaucoup de celle de Lyon, mais à savoir qu'il y a quand même des zones à faible émission à Grenoble, à Annecy, à Saint-Étienne, à Genève également, à Paris. Donc il y a quand même des zones à faible émission avec des règles un peu différentes en fonction de chacune des agglomérations. Mais donc du coup, voilà, bien faire attention parce que ces choses s'appliquent des fois à Lyon, ne s'appliquent pas forcément à Grenoble ou sur d'autres métropoles. Les ZFE ont été rendus obligatoires dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, la fameuse loi LOM, pour toujours sur des territoires qui ne respectent pas les normes de qualité de l'air. La ZFE concerne à ce jour à la métropole de Lyon uniquement les véhicules professionnels, mais va concerner à partir du 1er janvier 2022 également les particuliers, et ce sur un calendrier qui va s'étager jusqu'à 2027 ou 2030 en fonction de ce que dira l'État en 2022. Donc voilà, ce qui aujourd'hui, en tout cas, est la norme, va évoluer à partir des années suivantes pour globalement plus ou moins s'intensifier. La ZFE, les zones à faible émission, reposent sur un système de critères, des vignettes critères du coup qui sont obligatoires pour circuler lors des pics de pollution, mais qui deviennent aussi obligatoires pour circuler sur les zones à faible émission et qui permettent de dire nous on a le droit, nous on n'a pas le droit de circuler sur ces zones à faible émission car mon véhicule est ou non polluant. Dans le cadre de la ZFE, la zone à faible émission, de la CCI en tout cas, et la métropole de Lyon accompagnent les entreprises dans la prise de décision, comment orienter nos flottes de véhicules, répondre à des questions tout type de questions sur ces zones à faible émission, que ce soit de est-ce que je peux circuler à qu'est-ce que sera la ZFE demain. J'insiste sur le fait que la Chambre de commerce, du coup, essaye vraiment de travailler avec la métropole de Lyon pour faire remonter les besoins des territoires, des entreprises, parce que on prend des décisions, mais on a toujours besoin d'un retour terrain fort pour savoir si les décisions qui ont été prises sont soutenables, envisageables aussi en fonction des calendriers. Donc, n'hésitez pas à revenir sur les adresses que j'ai mis en dessous de contact. En termes de périmètre, la zone à faible émission, actuellement, je vous ai mis une carte. Donc, la carte de gauche qui est le périmètre actuel, qui considère à peu près tous les arrondissements de Lyon dans leur globalité, les villes de Villeurbanne et de Caluire. Il est quasiment certain, et aujourd'hui, encore une fois, je vais parler au conditionnel, mais a priori, la zone à faible émission devrait s'étendre et un des périmètres qui serait à l'écoute aujourd'hui, celui de droite, du coup, concernerait 75% des habitants de la métropole de Lyon et serait du coup un périmètre un peu plus élargi, mais tout cela, pareil, ça pour l'instant de l'ordre des discussions et d'arbitrage au niveau de la métropole de Lyon. Donc, on aura toutes les informations de la part de la métropole début 2022, dès qu'on aura le calendrier et le périmètre final.
Bien, aujourd'hui, ce qui s'applique, en tout cas, c'est bien la carte de gauche, le périmètre actuel, tous les arrondissements de Lyon, Villeurbanne et Caluire. Les contraintes aujourd'hui donc de la ZFE, aujourd'hui, aux dates de 16 novembre 2021, ce sont les poids lourds et les véhicules utilitaires légers destinés au transport de marchandises qui sont interdits de circulation dans la ZFE, et ce depuis le 1er janvier 2021. À partir du 1er janvier 2022, du coup, ce que je disais tout à l'heure, en fait, seront interdits dans la zone à faible émission tous les véhicules critères 5 et non classés, que ce soit particulier ou professionnel. Donc, c'est la grande intégration des véhicules particuliers dans le critère ZFE en 2022. Et ensuite, entre 2023 et 2026, du coup, et là, voire peut-être même 2030, on attend donc les échéanciers, les calendriers définitifs de l'État comme de la métropole de Lyon, car c'est l'État qui donne les directives et la métropole de Lyon ensuite qui adapte en fonction de ses volontés et de son territoire. Ce qui est sûr et qui devrait être à peu près la norme, c'est que d'ici la fin du calendrier ZFE, globalement, seuls les véhicules en critère 0 et critère 1 seront en même de circuler. Donc, critère 1, on n'est pas forcément sur des véhicules hybrides ou électriques, on est aussi sur des véhicules essence. L'objectif vise donc la sortie du diesel. Mais donc, du coup, il y aura, et on le saura en 2022, ça aussi, entre 2023 et 2026 ou plus, un échéancier. On disait, bah voilà, telle année ou à tel moment, les critères 4 seront interdits, puis les critères 3, puis les critères 2. Ensuite, par rapport donc, du coup, aux méthodes de contrôle et aux dérogations, il va y avoir installé par l'État, du coup, donc plutôt d'ici 2023, en tout cas des radars qui seront installés, en fait, des caméras qui vont flasher les plaques d'immatriculation. Donc, l'État installe ces radars-là à l'avenir, en tout cas, des radars qui flasheront la plaque et qui vont ensuite remonter dans la base de données, qui vont dire cette plaque d'immatriculation, c'est tel véhicule, donc c'est un critère X, donc il a le droit ou non de circuler. Il y aura des contrôles d'ici 2020, enfin pendant l'année 2022, mais ce sera qu'à partir de 2023 que la réglementation sera appliquée, enfin en tout cas qu'il y aura des amendes, quoi, du coup. Il y a une forme de tolérance sur l'année 2022. Pareil, alors là, tant qu'on est dans les contrôles et en allant petit à petit vers la grande liste de dérogations, où vous pouvez aller faire vos demandes de dérogation sur les liens que j'aurais indiqués dans ce tableau-là, pour voir si vous êtes éligible, voir si tout fonctionne. Enfin, voilà. Il y a 3 types de dérogations et il y en a d'autres qui sont en cours de réflexion au niveau de la métropole de Lyon, notamment des trajets pour des petits voyageurs. Typiquement, on est habitant, on utilise sa voiture 15 fois dans l'année. Est-ce que notre véhicule sera soumis ou non aux règles de la ZFE? Peut-être. Pour l'instant, en tout cas, des réflexions sont faites au niveau de la métropole de Lyon. S'il n'y a pas des forfaits, est-ce que c'est à partir de 20 trajets que ça devient hors des dérogations? Enfin, tout ça risque d'évoluer. Le tableau, en tout cas, qui est devant vous, c'est le tableau aujourd'hui, donc au 16 novembre 2021, avec les dérogations permanentes qui considèrent plutôt tout ce qui va être véhicules d'intérêt général pour personnel handicapé. Donc ça, c'est des dérogations permanentes qui n'ont pas vocation à, quoi qu'il arrive, être impactées par la ZFE. D'autres types de dérogations sont valables sur des périodes de 3 ans, qui sont donc du coup tous les véhicules qui sont un petit peu spécifiques et du domaine notamment de la construction, ce qui va être camions benne, bétonnières, véhicules frigorifiques, les citernes à eau et autres. Et tout ça, bah voilà, c'est des dérogations sur une période de 3 ans et tous les détails sont indiqués en dessous. La dernière catégorie sont les dérogations à caractère temporaire qui vont être étudiées individuellement via la plateforme Tout2Go, la plateforme sur laquelle on fait nos démarches au niveau de la métropole de Lyon. Donc voilà, il y a toute une liste de véhicules qui peuvent être ou non du coup catégorisés comme dérogation, qui peuvent bénéficier d'une dérogation pour 1 an et renouvelable sur 1 année maximum. Ensuite, les questions à se poser pour anticiper et bien appréhender la zone à faible émission, c'est avant toute chose, c'est de se dire 2022, de toute façon, la métropole de Lyon va communiquer efficacement là-dessus. On va relayer toutes ces informations-là au sein des clubs aussi. Et la date de premier trimestre 2022 va être importante à bien retenir parce que c'est là où on aura toutes les informations, parce que là, on est encore dans la mise en place de la ZFE, mais on aura vraiment l'échéancier, le calendrier, les détails, les aides, tout ça
tout vraiment bien arrêté et mis au même endroit par la métropole de Lyon. Et ça, ce sera officialisé. On aura le visuel sur du long terme, ce qu'on a difficilement aujourd'hui. Donc, par contre, c'est toujours important de se poser des questions dès maintenant en termes d'anticipation, c'est-à-dire ce que, bah, voilà, moi, la ZFE, je comprends, je vois bien, je connais, qu'est-ce que c'est, le périmètre. Est-ce que mes véhicules ont tous une vignette critère? Est-ce que j'ai pris en compte des nouvelles contraintes qui vont être fixées par la ZFE? Est-ce que je suis bien à jour? Quand est-ce que je renouvelle ma flotte? Est-ce que ça correspond ou non avec, du coup, les échéanciers métropole de Lyon, etc. Pareil, les questions autour de l'impact sur l'activité. Est-ce qu'on est sur un territoire couvert par la zone à faible émission? Est-ce que du coup, une part de mon activité implique de traverser la zone à faible émission? Est-ce que la ZFE de Lyon est la seule qui pourrait impliquer mon activité ou est-ce qu'avec des déplacements fréquents à Grenoble, à Paris, à Saint-Étienne, à Genève, est-ce que j'ai des contraintes supplémentaires ou est-ce qu'il faut que je réfléchisse à l'ensemble des ZFE sur lesquels je suis amené à traverser ou est-ce que je suis uniquement concerné par celle de Lyon? Enfin, c'est des questions qu'il faut se poser dès maintenant pour bien comprendre et bien savoir si on est à jour, si tout va bien se passer par rapport à la ZFE. Ces questions, vous pouvez faire remonter aussi, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de nous ou auprès du guichet unique de la ZFE. Il y a aussi, donc, sur le site de la métropole de Lyon, beaucoup d'informations sur les aides, les dérogations qui sont, encore une fois, aujourd'hui en cours d'arbitrage. On a déjà une première grille sur des aides à l'incitation d'achat pour les véhicules électriques, des incitations d'achat pour du vélo, mais il devrait y avoir aussi là une évolution de ces aides d'ici 2022 pour arriver à quelque chose d'un peu plus, en tout cas pour que la ZFE soit moins problématique pour les entreprises et plus simple à appréhender. Enfin, donc pour rester sur les aides, juste il faut que j'enlève la caméra qui est hop. Je vous ai remis sur cette page. Alors, c'est pas simple, ça évolue assez rapidement. On ne sait jamais vraiment si on est éligible à telle ou telle aide. Ça risque de tout bouger d'ici 2022, donc il faudra qu'on refasse un support à ce moment-là. Mais vous pouvez avoir donc sur des changements en tout cas de véhicules des aides de l'État, des aides de la métropole de Lyon. Donc, je vous ai indiqué tous les liens au niveau du site de la métropole de Lyon. L'aide à l'achat de vélos électriques, les aides de l'État sur la prime à la conversion, les tremplins de l'ADEME qui sont aujourd'hui plus ou moins épuisés et qui devraient peut-être aussi, l'ADEME devrait d'ici 2022 sûrement relancer des accompagnements du style vélo cargo, véhicules électriques un peu particuliers et autres. Donc, je vous ai mis ce qu'il y avait d'actuel sur cette page pour vous renseigner sur les aides financières. Enfin, et pour terminer, du coup, la petite présentation de la zone à faible émission, en tout cas, il faut savoir que la métropole de Lyon organise une concertation citoyenne sur les ZFE avec des réunions programmées à destination des habitants, mais aussi pas mal de live, en tout cas de visio, qui sont toujours partagés par la métropole de Lyon, où les élus métropolitains répondent aux questions du tissu économique et de n'importe qui, en fait, présentent en tout cas des états d'avancée. Et voilà, c'est intéressant si vous êtes impacté, en tout cas, de pouvoir y participer et suivre un petit peu l'actualité ou même de pouvoir faire remonter vos besoins. À côté de ça, donc avec la métropole de Lyon, on a organisé une enquête à destination des professionnels pour comprendre comment la ZFE impacte les entreprises et globalement puisse adapter au mieux, en tout cas, ces directives autour de la ZFE à la réalité économique, du tissu économique. Je vous ai mis les liens, enfin les questionnaires, donc à la fois sur le site de la ZFE sur notre CCI et le lien de l'enquête auquel je vous encourage en tout cas vivement à participer pour qu'on ait, et la métropole de Lyon ait, le maximum d'informations à ce sujet-là. Et je crois que moi, voilà, j'ai fini ma présentation très simple et très concise sur la zone à faible émission. Et si vous avez quelques questions, on peut peut-être les prendre maintenant. Et sinon, Tanguy, j'en ai deux très rapides, moi. On a vu que la ZFE, elle est à l'intérieur des périphes, enfin du périph, grosso modo. Le périph, il fait partie de la ZFE ou il n'en fait pas partie? attends, je Est-ce que reviens tu sais? dessus. Il en fait plus ou moins partie, en fait. Tu vois, là, on voit bien la carte. Moi, je Et prends sur l'est, sur le côté est lyonnais, là. Il en normalement, fait c'est la partie ou pas? frontière. Donc, non, il en est exclu. Ah, est-ce que ça paraissait Ouais, compliqué, mais.
Bah, en fait, la carte est assez claire à ce sujet-là, hein. On voit Ouais. bien le tracé par rapport C'est au le tracé périph'. vert qui. Et Ouais, voilà, d'accord. c'est ça. D'accord. Et puis la deuxième, la question, c'était sur les radars. Je veux bien qu'ils mettent des radars en place, mais un contrôle systématique des plaques, c'est quelque chose de monumental. Alors, est-ce que c'est un contrôle aléatoire qui est prévu Non, ou non, non, systématique? c'est tout informatisé, ça marche très bien apparemment dans plein d'autres pays. En fait, tous les pays d'ailleurs Génial. où il y a des péages urbains, en fait, c'est une base de données hein, toute simple, hein. Ta Oui, plaque mais bon. d'immatriculation, elle est reliée à la base de données et les radars, ils vont flasher en continu toutes les voitures. Ça prend Alors après, je dis ça, je suis pas expert à ce sujet-là, hein, mais de ce que j'ai cru comprendre. C'est en gros, on flash la plaque d'immatriculation qui est reliée à la base de données critères Hmm. qui décide enfin derrière en fait de se dire bah ouais mais non lui il est critère 5 il n'a pas le droit de circuler là donc Et on lui envoie un truc. voilà c'est ça, c'est ce qui se passe dans les zones à péage urbain en fait. On n'a pas ça D'accord. en France Ouais, comme à euh, Londres. ouais voilà c'est ça. Autre question pour les flottes de véhicules. On peut très bien avoir un véhicule qui est prêté à un personnel handicapé. Comment on fait? Ah bah, c'est-à-dire Ben, en fait, pour qu'il ne soit pas flashé, parce qu'en fait, il ne va pas être ah flashé comme véhicule ouais ouais je vois d'un. je comprends. En fait tout ça ça fait partie en fait des dérogations et Donc, il faut il y prévoir, il a faut que le handicapé prévoie son déplacement plusieurs jours à l'avance pour qu'on ait le temps de demander ouais. à la métropole une autorisation, c'est ça? En fait, ça fait partie, c'est comme l'histoire des véhicules particuliers qui feraient moins de, je sais pas, 15 trajets. En fait, du dernier atelier qu'on a eu avec la métropole de Lyon, il devrait y avoir en fait un site d'inscription sur lequel on dirait, bah voilà, tel jour, en fait, il y a tel véhicule avec tel type de salarié à l'intérieur. Donc, du coup, dans le cas où on est sur un véhicule réservé aux personnes handicapées, en fait, c'est la déclaration préalable qu'on fera. Mais alors ça, c'est pas encore mis en place. Ça Oui, fera sûrement c'est partie des ce qu'on annonces qui seront faites en imagine. 2022. Voilà, c'est ça. Et, donc, en fait, si, je veux dire, on a une personne à mobilité réduite qui va à Paris, elle est mobilité réduite à pied, mais en voiture, elle va dans toutes les Hmm. zones, dans toutes les zones, il faut, pour chaque zone, faire sa déclaration, c'est ça? Ah bah, dans les autres métropoles, je sais pas. Déjà qu'à Lyon, on est un peu flou. Les autres, je sais pas comment ça se passera par la suite, hein. Mais voilà. En D'accord. tout cas, ça va arriver. Enfin, tout ça sera. On aura les informations Au en fur et à 2022. mesure. Pareil pour les. Ouais, typiquement, on a une entreprise qui est située à je sais pas, à Chambéry et on a 3 trajets à faire dans l'année sur la métropole de Lyon, bah, typiquement, ce genre de véhicule devrait pouvoir circuler, quoi qu'il arrive, même si on. Enfin, d'où l'intérêt en fait de ces déclarations préalables, mais ça, ce sera la métropole qui annoncera dès qu'ils auront statué. Mais ça devrait se faire sur la plateforme To2Go comme d'habitude. Parce que on peut imaginer aussi que ça permette des dérives. C'est-à-dire que moi, j'ai une succursale à Grenoble et donc je Hmm. déclare que mon véhicule qui est critère 4 ou 5, enfin, voilà, qui pollue, et dit qu'il ne vient à Lyon que 3 fois. Or, si ça se trouve, il y vient tout le temps. Comment on Ouais, va mais pouvoir faire non, ça marchera. Bah, alors, ça passera pas parce que c'est la même. à cause des En fait, flashs? ouais, c'est ça. La déclaration, en D'accord. fait, elle va te dire. Enfin, tu as une obligation de X trajet, en fait, et en fait, au bout d'un moment, à force de rentrer la plaque d'immatriculation, j'imagine qu'ils vont te dire, bah non, madame, c'est plus possible. Vous avez déjà fait vos 15 trajets réglementaires. L'an prochain, c'est flashé, quoi. C'était pas Alors, je sais moi pas dans le comment. véhicule, hein. Oui, oui. J'aurais pu dire monsieur, pardon. Ok, bah, je te remercie. Ce qui est embêtant, c'est que manifestement, il n'y ait pas du tout d'harmonisation nationale, si je comprends bien, sur ces zones. Bah, en fait, c'est compliqué parce que il y aura quand même le dispositif global ZFE qui va être dicté par qui est dicté par l'État. En fait, après, c'est que les métropoles et les AOM, en fait, ont chacun une liberté d'expression. Alors, ça peut être positif comme négatif. On peut voir ça comme, bah, c'est pas l'État qui décide arbitrairement. Et puis Paris, c'est pareil que les autres, tant pis. Mais en même temps, du coup, derrière, ça veut dire que ça se trouve, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, ça sera 3 ZFE avec 3 fonctionnements. Alors, ce Ouais. principe, pareil, mais avec des spécificités d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc, Non, mais bon, après, on verra avec le temps.
Voilà, il faudra qu'on suive absolument toutes les métropoles pour Enfin, lesquelles au on moins peut les être concerné. limitrophes, ouais, ouais, c'est ça. Oui, bonjour, c'est Pierre-Henri là. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme présentation. Ça m'inspire quelque chose par rapport au plan de mobilité. Est-ce que, c'est peut-être déjà fait, hein, mais est-ce que c'est pas un élément qu'il faut qu'on rentre d'une façon ou d'une autre dans l'outil qu'on a développé, ne serait-ce que se poser la question, faire une analyse un peu du parc des entreprises, comme tu disais, pour anticiper, quoi. Moi, j'y pense par rapport à nous, puisque bon, voilà, on va déménager, on se pose des questions, on veut réduire notre parc, effectivement, et ça, c'est une contrainte et un paramètre à prendre en compte. Et je sais pas, je lance une idée, hein, la Tanguy, il faudra que tu relayes à ton apprenti, mais je me dis, tu vois, ça serait peut-être bien qu'il y ait un moment, dans l'outil, quelque chose d'un petit peu formalisé pour vraiment que les entreprises fassent ce diagnostic de qu'est-ce qu'ils ont comme parc, quelle durée de vie, quels critères pour voilà, se dire, tiens, bah, demain, attention, ça passe pas. Voilà. Ouais, alors après, c'est l'idée déjà de rajouter des pages d'informations ZFE, comme on en a mis plusieurs sur le PDM, sur les modes de transport alternatifs, etc., sur la plateforme des places à nos habitudes, donc ça viendra. Et après, il faut savoir, ça serait bon. Après, au niveau de l'outil, on verra bien, hein, mais je sais que la CCI régionale, donc du coup pour toutes les CCI territoriales, vont développer un outil gratuit pour les entreprises un flash mobilité qui devrait justement permettre de réaliser un état des lieux de la flotte de véhicules et de voir sur quels sont les leviers ou sur comment entamer en tout cas une migration du parc automobile vers quelque chose de plus soutenable, donc du coup très adapté aux ZFE. Au moins, il y aura ça qui sera gratuit, donc avec un accompagnement gratuit des entreprises à ce sujet-là. Mais après, c'est sûr qu'on pourrait peut-être doubler par l'outil ou autre à Ben, voir. c'est pas doublé, c'est juste, c'est pas forcément la même fonction. Enfin, Mm. l'outil qu'on a développé et le plan de mobilité, c'est quand même un outil beaucoup plus riche et complet. Oui, oui. C'est juste à un moment donné, quelque part, que dans la démarche, on insiste plus sur la localisation, l'origine, les modes de déplacement des personnels, effectivement, pour le domicile travail. Je ne sais plus, je l'ai plus en tête, hein, l'articulation, mais est-ce qu'il y a un moment, une rubrique où on se pose la question sur le parc voilà, professionnel au moins le parc professionnel, hein. Après le parc individuel, ça, c'est évidemment personnel. Mm. Ouais, il faudrait rajouter le diagnostic entreprise. Ce serait bien. C'est ça, c'est ça. Mm. Parce qu'on se rend compte que si on anticipe, effectivement, ça ne sera pas un problème. Par contre, voilà, pour des véhicules qui ne roulent pas énormément et qui peuvent avoir une durée de vie assez longue, bah, pour l'entreprise, ça peut à un moment être pénalisant. C'est une bonne idée, je pense. C'est une très bonne idée. Diagnostic entreprise, ça me paraît pas compliqué. Pour les diagnostics salariés, c'est peut-être des questions à rajouter, puisqu'on leur demande est-ce qu'ils viennent en moto ou en voiture. C'est leur demander quel est l'âge de leur voiture et est-ce qu'ils ont un critère et quel est le numéro de leur critère. C'est Ouais. peut-être pas inintéressant. Pourquoi pas? Ne serait-ce que, oui, qu'à titre d'alerte, puisqu'après, Ouais. c'est de l'information à faire, mais ça fait partie pour moi de la réflexion plan de mobilité. Tout à fait. Intéressant. Moi, j'avais une question, Tanguy. Tu présentais un email zfe@la CCI. Donc, c'est un email qui est déjà en place Mm. et d'accord, Oui, oui, c'est ça. qui après ton départ sera géré par Par Adrien. pardon, Par Adrien, par Adrien, d'accord. qui sera là à ma place. Ok. Bien. Parfait. Merci Tanguy. Merci. Pas de souci. Ouais. Et ben, je vais laisser la main à Pierre, du coup, qui va pouvoir enchaîner pour la deuxième partie de la présentation. Ouais. Bon courage pour la suite. Je ne sais pas si on se retrouve, si on aura encore, mais à bientôt certainement. Il n'y a que les montagnes qui se rejoignent jamais. C'est ça. Salut, merci. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Pas le retour. Oui. Ouais. Parfait.
Là, je sais pas. Vous voyez le mode présentateur ou l'écran normal? Là, c'est parfait en mode Ok, super. présentation. Ouais. Très bien. Alors du coup, pour un peu enchaîner suite à la présentation sur les ZFE de Tanguy, moi je vais vous présenter les différentes motorisations qu'on peut trouver dans des véhicules et notamment plus m'attarder sur les nouvelles formes de motorisation. Donc on a un petit peu abordé notamment l'électrique, l'hybride, l'hydrogène. Alors cette présentation, pour votre information, a été prévue normalement à usage interne, à titre d'information de nos salariés. Mais vu que la présentation de Tanguy parlait des ZFE, je me suis dit que ça serait une bonne occasion de la diffuser un peu plus largement. Très bien. Voilà, donc on va commencer par une petite présentation de notre parc de véhicules chez Berthollet, donc opérateur de transport. Donc nous avons notre flotte qui est majoritairement composée de véhicules diesel, donc avec des critères 2 et plus. Et pour répondre aux nouvelles obligations de la ZFE sur Lyon, nous sommes en train de la convertir progressivement du diesel vers le gaz naturel, donc le GNV, plus particulièrement le bio-GNV, mais j'y reviendrai. Donc nos véhicules sont remplacés. Ah, je rappelle. Sont remplacés progressivement par des véhicules GNV, donc avec le critère 1, qui permet de circuler sur Lyon. Et également, nous avons des projets de rétrofit. Donc, c'est des projets de conversion d'un ancien véhicule à un nouveau véhicule par remplacement de la chaîne de motorisation. Et d'ailleurs, notre premier véhicule rétrofité est exposé sur le salon Solutrans qui a lieu en ce moment à Eurexpo. Et il y aura une conférence pour présenter justement tout ce process-là demain. Euh, donc ça, c'est une première partie de notre parc. Nous avons également différents véhicules électriques de différentes marques. Donc là, j'en ai présenté certains. Le Yutong, qui est un grand véhicule interurbain. Nous avons des Bluebus, donc des plus petits véhicules électriques urbains. Et également des véhicules de la marque Navia, qui en plus d'être des véhicules électriques, sont des véhicules autonomes. Voilà, donc différents modèles de véhicules électriques. Et pour finir, nous avons également différents projets de mise en service de véhicules hydrogène, qui sont également des véhicules électriques. Alors pour certains, mais j'y reviendrai un petit peu dans ma présentation. Donc technologie qui est encore jeune, mais qui est en pleine expansion. Donc voilà, donc là je vais rentrer dans le dur du sujet, présentation un petit peu des différentes chaînes de motorisation qu'on peut trouver. Et notamment des nouvelles chaînes de motorisation, quels sont leurs avantages, comment ça fonctionne, voilà. Histoire d'avoir une petite comparaison de ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc tout d'abord, une petite présentation générique sur un moteur. Un moteur, c'est un appareil qui permet de transformer une source d'énergie, alors on en trouvera plein de différentes, en énergie mécanique. Et cette énergie mécanique, ce mouvement, est transmis du moteur que l'on trouve dans le véhicule à travers un arbre de transmission jusqu'aux roues. Et donc le moteur permet indirectement la mise en mouvement du véhicule. Voilà. Donc ça, c'est le principe général de fonctionnement d'un véhicule. Après des moteurs, on va en trouver de plusieurs sortes différentes. On va trouver très classiquement les moteurs thermiques, qu'on appelle aussi moteurs à combustion interne, qui sont des moteurs qui brûlent des carburants pour transformer justement l'énergie des carburants en énergie mécanique. Donc des carburants, donc là on pourra faire un tout petit peu de chimie. On en trouve plusieurs types sur le marché, donc des très classiques comme le gazole ou l'essence. Donc ces deux carburants-là, c'est des carburants qui sont assez similaires, qui ont chimiquement une chaîne carbonée assez longue. Donc c'est des carburants qui sont assez riches en carbone. Et quand ils brûlent, eux sont responsables de nombreuses émissions de dioxyde de carbone, donc le gaz connu particulièrement pour son effet de serre, et du coup le réchauffement de la planète induit. Lorsqu'il brûle, il émet aussi beaucoup de vapeur d'eau, mais également des résidus de combustion, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme le monoxyde de carbone, qui est connu pour être un gaz toxique.
les oxydes d'azote, les composés organiques volatiles et les particules fines, qui ont différents impacts sur la santé humaine, mais également des écosystèmes, donc que ce soit végétaux ou animaux, notamment pour les particules fines qui peuvent avoir un effet cancérigène, d'où l'importance de les limiter. Donc ça, c'est les carburants les plus communs. Nous sommes en train de convertir notre flotte progressivement vers un nouveau type de motorisation thermique, qui est le GNV, donc le gaz naturel pour véhicule. Là, chimiquement, on a une chaîne carbonique qui est plus simple, hein, c'est la deuxième molécule que l'on peut trouver en haut, avec un seul carbone pour 4 hydrogènes. Et quand ce gaz brûle, il émet beaucoup moins de CO2, qui est un avantage, et également moins de résidus de combustion. Ce qui est un avantage du gaz sur les carburants plus classiques, et ce qui permet notamment d'expliquer pourquoi est-ce que les véhicules au gaz sont tolérés dans les ZFE et pas les véhicules diesel et les véhicules essence. Et finalement, la dernière énergie que l'on trouve un peu moins, mais qui est en pleine expansion actuellement, c'est l'hydrogène, donc la dernière molécule que l'on peut voir en haut, qui, elle, ne possède pas de chaîne carbonée, qui se trouve également sous forme gazeuse et qui, quand le carburant hydrogène brûle, n'émet que de l'eau et quelques rares résidus de combustion qui sont liés à l'usage normal d'un moteur thermique comme des oxydes d'azote ou des particules fines. Voilà, donc ça, c'est les carburants les plus communs que l'on peut trouver sur le marché et qui ont tous le point commun de pouvoir être utilisés par un moteur thermique pour produire de l'énergie mécanique. Alors, juste pour vous présenter un petit peu comment fonctionne un moteur thermique, puisqu'ils fonctionnent tous à peu près sur la même structure. Donc, dans un moteur, nous avons plusieurs réceptacles qui permettent de transformer l'énergie du carburant en énergie mécanique. Et comme tous les moteurs, ce qu'on verra par la suite, il y a une partie fixe et une partie mobile. Donc, la partie fixe, c'est le carter et la culasse, notamment. C'est sur le bloc du moteur. Et à l'intérieur de cette partie fixe, on va avoir des parties qui vont entrer en déplacement pendant un cycle de combustion, que sont le piston, la bielle et le vilebrequin. Mais on y reviendra pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Voilà. Et pour vous montrer, donc là, on a en bleu la partie fixe du moteur et on voit le piston, enfin les pistons, on en a plusieurs dans un moteur, qui vont faire des mouvements d'aller-retour. Voilà, donc la fameuse partie mobile qui va permettre d'entraîner un axe et qui va générer le fameux mouvement mécanique qui est nécessaire pour mettre en mouvement le véhicule. Donc, plus précisément, un moteur thermique, ça fonctionne plus classiquement en 4 temps. C'est pour ça qu'on parle de moteur 4 temps. Vous avez peut-être déjà entendu cette appellation-là. On a d'autres moteurs thermiques qu'on appelle les moteurs 2 temps, qui sont plus simples, un peu moins performants, qu'on utilise pour les plus petits appareils comme du matériel de jardinage, notamment, je pense à ça. Voilà, sur les véhicules classiques, c'est ce qu'on appelle des moteurs 4 temps. Alors là, on en a 5 temps pour le coup, mais on appelle ça un moteur 4 temps, puisque quand on étudie le fonctionnement d'un moteur, on a bien 4 temps. Donc, on a une première phase d'injection d'un mélange dans le fameux réceptacle du moteur, un mélange de carburant et d'air. Donc, on va injecter dans le réceptacle. Le piston va s'abaisser pour laisser le mélange rentrer dans le réceptacle. Puis ensuite, la valve d'admission va se fermer et on va comprimer le mélange jusqu'au maximum possible. Et une fois le mélange comprimé, une bougie va déclencher une étincelle, ce qui va provoquer la combustion instantanée du mélange entre l'air et le carburant, émettre une forte énergie qui va violemment pousser le piston et engendrer le mouvement mécanique que l'on recherche. Suite à quoi le piston va ensuite remonter en repoussant le mélange vers l'extérieur, ce qui permet l'échappement des gaz. Voilà, donc on a toutes ces phases qui s'enchaînent, sachant que cette phase que je viens de vous décrire là se produit extrêmement vite dans un moteur et sont des phases qui s'enchaînent bien évidemment.
Alors, juste un petit point pour expliquer les différences entre un moteur diesel et un moteur essence. Le moteur essence qu'on retrouve aussi sur les véhicules gaz ou les véhicules hydrogène thermique. Donc ça, c'est le principe, le schéma que je vous ai montré là, c'était pour le moteur essence. Le moteur diesel, le fonctionnement est très similaire à une petite distinction près. C'est qu'on ne va pas injecter un mélange entre du gaz, entre du carburant et de l'air dans notre fameuse chambre, mais juste d'air. On va comprimer l'air et au moment où on va atteindre le point critique où on devrait créer une étincelle avec la bougie qui va provoquer l'embrasement du gaz, là, on va simplement injecter le carburant, donc le diesel, et qui, sous l'effet de la forte pression, va s'embraser et générer de l'énergie. Donc le moteur diesel, c'est un moteur plus simple puisqu'on n'a pas besoin de créer un arc électrique qui permet de provoquer la combustion. Voilà, c'est la petite distinction entre ces deux moteurs. Donc là, c'était les moteurs thermiques, c'est les moteurs classiques que l'on retrouve dans la plupart de nos véhicules. Et depuis peu, des moteurs nouveaux apparaissent sur les véhicules, donc, dont les moteurs électriques. Et je vais également parler de générateurs électriques, puisque finalement, c'est deux systèmes très très proches. Alors, un moteur électrique, c'est également composé comme un moteur thermique d'une partie statique et d'une partie mobile. Donc, la partie statique, on appelle ça de manière très originale le stator, qui est finalement un ensemble de plusieurs bobines de fils de cuivre. Et au milieu de ce stator, on peut retrouver un rotor qui est finalement un électroaimant qui va entrer en mouvement et permettre d'interagir électriquement avec la première pièce. Un moteur électrique, et je parlais de générateur juste avant, peut fonctionner de deux manières différentes. D'une première manière, c'est un moteur, et d'une autre manière, c'est un générateur. Tout dépend de ce que l'on recherche dans le fonctionnement de l'appareil. Si notre objectif est de transformer une source d'énergie électrique en énergie mécanique, alors l'appareil fonctionnera en mode moteur. Dans ce cas-là, on va avoir les bobines du stator qui seront alimentées en courant continu, qui va créer un champ magnétique variable à l'intérieur du stator. Et sous l'effet de ce champ magnétique variable, le rotor va rentrer en mouvement et du coup générer la fameuse énergie mécanique, le fameux mouvement que l'on recherche. À l'inverse, si l'effet recherché est à partir d'un mouvement mécanique de générer un courant électrique, alors tout simplement, le rotor sera mis en mouvement par une source extérieure, ce qui va générer un champ magnétique variable entre les bobines du stator et créer un courant électrique. Donc en fonction de ce que l'on recherche sur le véhicule, qu'on soit en génération d'électricité ou en génération de mouvement, c'est un même appareil qui va pouvoir fournir ces deux effets-là. Et une dernière partie très importante sur les nouvelles motorisations, que l'on n'a pas forcément, qui n'est pas forcément aussi importante sur les anciens véhicules, ce sont les batteries et les piles à combustible. Alors les batteries, vous en avez tous dans vos véhicules. Après, on les voit pas forcément toujours en couple. On appelle batterie en fait un ensemble de plusieurs accumulateurs qui sont plusieurs unités. Et classiquement, les batteries qu'on a dans nos véhicules sont des batteries 12 volts, qui sont en fait 6 accumulateurs de 2 volts qui sont en série. Ces unités, les accumulateurs, ce sont des appareils qui sont rechargeables et qui vont pouvoir délivrer de l'énergie électrique. Donc là, nous avons une transformation chimique qui est réversible. Il y a plusieurs types d'accumulateurs qui existent dans les véhicules. Alors classiquement, sur les véhicules diesel et essence, ce sont des accumulateurs plomb acide sulfurique, comme ceux que j'ai pu présenter sur la droite. Donc nous avons plusieurs espèces chimiques, et sous l'effet de la demande d'un courant électrique, il va y avoir une transformation chimique qui va s'opérer et qui va générer un courant électrique. Quand la batterie est complètement déchargée, c'est que le système est arrivé à un équilibre où les espèces chimiques ne peuvent plus réagir entre elles. Et pour retrouver l'état d'origine qui nous permet de générer un courant électrique, on va injecter un courant électrique dans la batterie qui va pouvoir inverser les réactions chimiques
et nous redonner une batterie complètement opérationnelle. Donc ça, c'est le fonctionnement générique d'une batterie. Euh, et donc, les nouveaux véhicules électriques se dotent de batteries plus puissantes, qu'on appelle les batteries lithium ou lithium-ion, il y a plusieurs dénominations, qui sont plus performantes, plus légères, mais également plus chères et qui peuvent présenter d'autres limites, mais j'en reparlerai un petit peu après. Donc ça, c'est pour la partie batterie. Et en parallèle des batteries, on peut trouver d'autres dispositifs qu'on appelle les piles à combustible, qui sont finalement assez similaires à des batteries, puisque c'est des appareils qui permettent de produire de l'énergie électrique à partir d'une réaction chimique. À la différence près qu'une pile, contrairement à un accumulateur, euh, génère un courant électrique à partir d'une réaction chimique, mais cette transformation chimique n'est pas réversible. Donc, ce qu'on appelle pile à combustible, finalement, c'est une pile qui va faire réagir un combustible classique, donc du diesel, de l'essence, du gaz ou de l'hydrogène, avec un comburant comme l'air pour produire de l'électricité. Et particulièrement, ce dispositif, c'est un dispositif qu'on utilise dans les véhicules à hydrogène, où on fait réagir de l'hydrogène avec l'oxygène que l'on peut trouver dans l'air pour donner un courant électrique et de l'eau. La manière dont ça se fait est assez simple. C'est qu'on va faire circuler de l'hydrogène dans un tube qui va passer à proximité d'une paroi poreuse qui permet l'échange de protons. Et du coup, les protons vont traverser la membrane, réagir avec l'oxygène de l'air et donner de l'eau. Donc voilà, donc ça c'est le fonctionnement générique que l'on peut trouver sur les piles à combustible à hydrogène dans les différents véhicules hydrogène que l'on trouve. Alors pour vous présenter un peu comment on assemble les différents dispositifs que je vous ai présentés, donc je les ai divisés un petit peu en deux catégories. Donc nous avons toutes les motorisations classiques, qu'elles soient électriques, thermiques, ça fonctionne un peu de la même manière. Dans les deux cas, enfin, oui, dans tous les cas, nous avons un réservoir, donc que ce soit un réservoir avec du carburant, donc diesel, essence, GNV, hydrogène, ou que ce soit un réservoir électrique, donc une batterie. Dans tous les cas, on va stocker l'énergie à un endroit sur le véhicule et transmettre cette énergie primaire au moteur, donc qu'il soit thermique ou électrique. Ce moteur va nous renvoyer un mouvement mécanique qui va permettre de mettre les roues en mouvement. Donc voilà, donc là, sur la droite, on peut avoir un schéma assez simple de comment fonctionne un véhicule électrique. Donc ça, c'est la manière dont fonctionnent les motorisations classiques. Plus récemment, on a vu arriver des motorisations plus complexes qui peuvent impliquer plusieurs moteurs qui interagissent les uns avec les autres. Donc c'est ce qu'on appelle les motorisations hybrides, puisque finalement, elles associent plusieurs technologies, plusieurs formes de motorisation qui vont travailler les unes avec les autres. Alors, les motorisations hybrides qui associent plusieurs formes d'énergie, donc on a plusieurs, hein. Là, sur le schéma, c'est un moteur hybride gasoil électrique, mais on peut trouver plus classiquement du essence électrique, même du gaz électrique, ça existe. On a deux types de véhicules qui existent. On a les EREV et les PHEV, qui ne sont pas subventionnés de la même manière, si je ne dis pas de bêtises. L'État favorisant plus les EREV. La distinction est que dans un cas, c'est un véhicule électrique dont on va recharger tout simplement la batterie quand elle arrive à bout de sa charge par l'utilisation d'un autre moteur. Donc finalement, c'est un véhicule électrique où on vient rallonger la durée de la batterie par l'utilisation d'un autre moteur. Donc Extended Range Electric Vehicles. Donc finalement, ça permet de faire plus de distance avec un même véhicule. Et un autre fonctionnement qui est un peu plus complexe sont les plug-in hybrid electric vehicles que j'ai présenté, je crois, sur l'autre diapo. Oui, c'est ça. Où on va avoir les deux moteurs qui vont fonctionner de concert. Donc, dans ce type de motorisation un peu plus complexe, on peut avoir plusieurs fonctionnements distincts. Un fonctionnement simplement électrique, où la batterie va alimenter le moteur électrique qui va mettre les roues en mouvement. Donc, c'est le petit A. Un fonctionnement hybride. Donc, dans ce cas-là, c'est souvent quand le véhicule est fortement sollicité, quand il est fortement chargé, quand on attend de lui une forte vitesse.
le moteur électrique va fournir une certaine énergie mécanique aux roues et il va devoir être assisté en parallèle du moteur thermique qui va lui aussi fournir une énergie aux roues. Et la combinaison de ces deux énergies va pouvoir fournir l'énergie nécessaire au véhicule pour se mettre en mouvement. Un autre fonctionnement possible, notamment quand les batteries sont déchargées, c'est l'utilisation simplement du moteur thermique qui va lui mettre les roues en mouvement et le moteur électrique va lui fonctionner en mode générateur pour récupérer l'énergie mécanique des roues pour recharger les batteries, d'où la fameuse inversibilité du moteur électrique. Et le dernier fonctionnement possible, c'est ce qu'on appelle le freinage régénératif. Quand on ne sollicite pas le moteur, mais finalement qu'on est juste en freinage, l'énergie des roues peut également être récupérée par le moteur électrique pour recharger les batteries. Donc, dans les deux cas, l'objectif, c'est de tirer le maximum de profit des deux formes de motorisation pour mettre en fonctionnement le véhicule. Alors, si vous avez compris ça, je ne vais pas avoir trop de mal à vous expliquer comment fonctionne un véhicule à hydrogène. Finalement, un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule qui fonctionne comme un véhicule hybride. C'est un véhicule électrique et on va rallonger son autonomie en utilisant une pile à combustible à hydrogène qui va brûler, enfin, pas brûler, qui va faire réagir de l'hydrogène avec de l'air pour donner de l'électricité. Cette électricité va recharger les batteries du véhicule à hydrogène qui va l'électricité fournissant, alimentant le moteur électrique pour fournir l'énergie. Voilà. Tout simplement. Un véhicule à hydrogène, c'est un peu comme un véhicule hybride, finalement. Voilà, donc ça c'était pour les différents corps de véhicules. Alors j'avais peut-être quelques petites remarques sur les différentes motorisations pour aller un petit peu plus loin. Sur le rendement, puisque c'est quelque chose qui est très important dans les véhicules. Sur les véhicules simples, on a assez peu de transformation d'énergie. Ah oui, peut-être une petite présentation du rendement quand même. Quand on transforme une forme d'énergie primaire en énergie secondaire, on perd de l'énergie, on a toujours une petite perte. Et l'objectif de tout système, c'est d'atteindre le meilleur rendement possible, de limiter ces pertes. Et les véhicules classiques utilisent très peu de transformation d'énergie, ce qui permet d'avoir très peu de pertes et donc d'avoir un bon rendement. Donc sur ce schéma que j'ai récupéré de Volkswagen, on voit que par exemple sur un véhicule électrique classique, on a très peu de transport d'énergie, très peu de transformation à l'intérieur du véhicule, et finalement on arrive à 76% de rendement. Ce qui veut dire que 76% de l'énergie qu'on met dans le véhicule est utilisée effectivement pour produire du mouvement, ce qui n'est pas trop mal. Par contre, pour les nouvelles formes de motorisation qui utilisent beaucoup de conversions, on a des rechargements de véhicules, des rechargements du réservoir d'hydrogène. L'hydrogène vient alimenter une pile à combustible, qui vient alimenter une batterie, qui vient alimenter un moteur électrique. Voilà, on a plusieurs transformations successives qui réduit progressivement le rendement global du système. Et d'après Volkswagen, pour un véhicule hydrogène similaire à un véhicule électrique, on atteint seulement un rendement de 30%. Ce qui veut dire que 70% de l'énergie qu'on injecte dans le véhicule est finalement perdue. Et ce qui est quand même une grande piste d'amélioration pour les constructeurs de véhicules, c'est de réussir à maximiser ce rendement en minimisant les pertes pour réussir à atteindre un système qui soit performant au global. Voilà, donc ça, c'est une première piste d'amélioration. Ah oui, je parlais un petit peu tout à l'heure de BioGNV, puisque nous utilisons du BioGNV sur notre parc et finalement pas seulement du GNV. Alors, le BioGNV, c'est ce qu'on appelle un biocarburant. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un carburant qui est complètement identique à son alter ego. Donc, le BioGNV, c'est chimiquement la même chose que le GNV, ce qui veut dire que quand il est consommé par le véhicule, il émet exactement les mêmes émissions, donc du CO2 et tous les autres résidus de combustion auxquels on peut s'attendre. La différence, c'est que le bio-GNV, comme tous les autres biocarburants, est issu de sources renouvelables et produit à partir de matières organiques.
comme des déchets végétaux, des résidus de stations d'épuration. Et c'est toute cette matière organique aura absorbé pendant sa vie du CO2, du carbone. Et donc, le carbone qui aurait été absorbé pendant la durée de vie des différents déchets végétaux et autres compensera à peu près le CO2 qui sera rejeté. Voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent que le bilan carbone des biocarburants est plus favorable, justement grâce à ce mécanisme de compensation. Oui, j'en parlais tout à l'heure aussi. Donc, petite parenthèse sur le bilan carbone aussi des véhicules électriques, et notamment à cause des batteries. Alors, j'ai sorti des chiffres qui sont issus de la Fédération européenne pour le transport et l'environnement. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres, beaucoup d'études contradictoires sur Internet sur le bilan carbone des batteries. Donc, j'ai essayé de me raccrocher à une entité qui a été reconnue. C'est un regroupement d'ONG qui étudie les véhicules électriques. Ce qu'on peut retenir en termes de bilan carbone sur les batteries des véhicules électriques, c'est que les batteries, de manière générale, ont un bilan carbone qui est défavorable. Donc là, je crois que c'était 30%, le bilan carbone est 30% plus élevé pour un véhicule électrique que pour un véhicule thermique équivalent. Néanmoins, la grande force du véhicule électrique, c'est que pendant toute sa durée de vie, il ne va pas produire directement de polluants. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait l'acquisition d'une voiture hybride plug-in et que je recharge mes batteries la journée avec mes panneaux solaires. Voilà. Tu nous feras visiter les installations. Ouais, si vous voulez. Tu nous diras surtout quel est le coût de cette, parce que c'est une très bonne idée. Et si tu pouvais nous, des panneaux solaires, etc., combien ça t'a coûté et combien ça te… Alors, ils ne servent pas qu'à ça, hein, bien sûr. Mais… Oui, bon. oui, non, mais bon, est-ce que si tu vas nous convaincre avec les économies que tu as pu faire? Voilà, moi, je peux vous dire que j'ai installé 20 panneaux solaires sur mon toit. Bon, ça m'a coûté 25 000 €, il faut le savoir quand même. Bon, il y a quelques aides, mais elles ne sont pas faramineuses. Hein. On a une prime d'installation qui doit représenter 1 700 €, je crois, par l'État. Et après, l'avantage, c'est qu'en été, on revend beaucoup d'électricité à EDF, ce qui nous rapporte quand même un petit peu d'argent. Voilà. Donc, bon, grosso modo, je pense qu'on peut couper moi qui suis tout électrique, je pense qu'on peut couper sa facture en deux. Ouais. Voilà. D'accord. Ce qui est quand même pas mal. Mais il faut beaucoup de temps pour rentabiliser. Et les panneaux solaires, c'est une durée de vie de 20 à 25 ans. Au bout de 20 ans, généralement, ils sont plus qu'à 80% de leur rendement. Voilà. Faut les nettoyer, non? Non, c'est auto-nettoyant. D'accord. Bon, il y en a certains qui le font une fois par an, mais normalement, c'est auto-nettoyant. C'est la pluie qui fait le reste. D'accord. Moi, j'en ai depuis 12 ans là, sur mon toit. J'ai un peu de mal à les nettoyer. Ils s'encrassent quand même, notamment quand on habite sur l'Est lyonnais où il y a un tout petit peu de pollution générée par le trafic routier. Mais cela dit, effectivement, on ne constate pas de baisse de rendement. Hein, au bout de 12 ans, c'est plus lié à la météo qu'à l'encrassement. Oui. La luminosité. Hein. Par contre, toi, tu es sous un contrat de revente direct. C'est-à-dire que tu n'es pas en autoconsommation avec tes panneaux. Ah oui, non, mais… Moi, j'autoconsomme et je revends le surplus. Et je ne vais pas vous dire à quel prix je les revends à EDF, parce que ça vous… Oh, c'est de moins en moins cher. Hein? Ah non, enfin, moi, je le revends à 66 centimes de kilowattheure. Ah ouais, t'as pris un bon moment le contrat, toi, parce que moi, je le revends à 10 centimes. Il y a eu quelques années, effectivement, où les aides étaient très favorables et le prix de rachat, donc du coup, qui est fixé, hein, enfin, qui suit même l'inflation, est extrêmement avantageux. Donc, et moi, c'est de l'ordre de 10 centimes, le rachat. Ouais. Ah oui. Ouais. De 1 à 6, super. Ouais.
Je voulais juste revenir parce que sur le bilan là, que vous faites à la fin, c'est quand même intéressant. Et pour les entreprises, voilà, quand on regarde les deux dernières colonnes entre coût d'achat et coût du carburant, est-ce qu'aujourd'hui on est capable, entre guillemets, de faire un bilan global, hein, évidemment, en se disant si j'achète aujourd'hui un véhicule électrique qui est un peu plus cher ou beaucoup plus cher, mais qui coûte moins en consommation, c'est quoi sur une durée de vie, sur un nombre de kilomètres, à partir de quel moment ça devient vraiment intéressant? Est-ce que là, on a des éléments qui permettraient de répondre à ça? Alors, ça va beaucoup dépendre du véhicule électrique. Ouais. J'aurais pas de chiffres. Pour le coup, nous, on a des véhicules électriques, mais je sais pas si on a fait ce type de bilan en interne. Ça serait intéressant de le faire d'ailleurs. De voir ce que ça nous a coûté et de comparer sur la durée de vie du véhicule. Mais je pense que les véhicules sont encore trop chers, malheureusement, pour compenser le moindre coût du carburant. Malgré les aides. Ouais, malgré les aides. Pour les véhicules électriques, en plus, nous, je crois que c'est pas énorme. Ça dépend des véhicules qu'on a. Oui, vous parlez-vous des véhicules de transport? Oui, transport public. Ah oui, c'est ça. Oui, là, je pensais plus aux véhicules courants qu'on peut avoir dans les entreprises. Évidemment, pas vos véhicules de transport, mais pour les flottes courantes. Du coup, est-ce que là, non, vous n'avez pas d'éléments qui… Je serais moins spécialiste. Moi, je pense que c'est aussi le coût de location des batteries. Hein. C'est super cher. Hein. Quand tu veux acheter une voiture électrique, bon, d'accord, tu la payes déjà plus cher, mais après, tu payes déjà 80 € de location de tes batteries, alors que tu n'as pas commencé à rouler, quoi. Donc, pas avec les hybrides. Hein. Non, avec les hybrides, non. Moi, j'ai une hybride, mais je n'ai pas acheté d'électrique puisque j'avais pris un abonnement chez Bluely, donc je vais trouver un autre. À mon avis, c'est plus intéressant de faire de l'autopartage. Oui, dans tous les cas. Non, mais tu es d'accord, Anne-Marie, que si pour quelqu'un qui roule beaucoup, peut-être que ça peut être malgré tout intéressant, même s'il y a un coût de location. Oui, mais il faut que tu roules beaucoup et pas trop loin quand même. Oui, j'entends bien. Parce que le problème, c'est ça. Je voulais récupérer une voiture électrique qu'on a sur Marne. Ou bien on doit la mettre sur un plateau, ou bien il faut s'arrêter. Alors maintenant, il y a quand même des bornes de recharge rapides, mais autrement, il y a encore 2 ans, tu étais obligé de passer la nuit dans un hôtel sur la route pour recharger ta voiture, quoi. C'est quand même embêtant. Oui, ça évolue, ça. Oui, maintenant, il y a les bornes de recharge rapides, mais ça évolue vite aussi, quand même. Mais bon, quand même, l'autonomie reste quand même un vrai problème. Parce que quand tu es bloqué dans les embouteillages, etc., bon, alors ok, tu utilises moins, mais tu utilises quand même. Et donc, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment détaillée. Je me questionnais quand même sur un autre sujet. Est-ce que la meilleure énergie, c'est aussi celle qu'on ne consomme pas? Et si on se met tous dans toutes les flottes de véhicules d'entreprise à basculer sur l'électrique, par exemple, on va quand même se retrouver d'ici, à un moment donné, quelques années ou décennies, je ne sais pas, mais avec un manque des matières rares dont on a besoin pour construire ces véhicules, sans même parler de l'impact écologique, environnemental et social que ça a dans les pays à l'autre bout du monde. Comment on fait pour accompagner les entreprises pour diminuer leurs besoins en fait aujourd'hui de dépendance souvent totale aux véhicules, comment on fait pour penser alors les déplacements pour Berthollet autrement nous on travaille dans les espaces verts, on est avec des équipes qui partent toute la journée avec des véhicules pour aller sur nos chantiers. On s'est posé la question d'utiliser des vélos, on a testé ça, mais clairement sur un vélo, même un gros vélo, vous n'y mettez pas une tondeuse, une débroussailleuse, un taille-haie, voilà. Les déchets qu'il faut évacuer, même si on essaie de les réutiliser sur place, etc. Au niveau du transport, pas de personnes, mais plutôt de marchandises, où en est l'avancement de basculer ça sur le rail, sur les fleuves,
c'est toute une dynamique complète de la mobilité qui a changé. Moi, j'habite dans le pays de Lauson et on en a parlé beaucoup aussi avec Miplen, l'élargissement sur 3 voies de la N346, enfin de la l'A46 plutôt au sud. Bon, là, a priori, c'est pas passé, mais peut-être que ça reviendra. En tout cas, c'est un vrai sujet. Si on n'arrive pas à mettre les camions haute parc sur les routes, on aura beau mettre des camions électriques, on aura moins de pollution, oui, mais on aura toujours autant de problèmes de circulation. Vous voyez ce que je veux dire on n'est pas sur l'économie circulaire d'un point de vue énergétique, quoi, là. Non, mais il y a plein de sujets intéressants. Ce que vous dites, le premier à notre échelle, effectivement, mais je pense que vous l'avez fait déjà, hein, c'est déjà de faire un plan de mobilité pour se poser toutes ces bonnes questions et trouver toutes les pistes. Et il y en a plein, effectivement. Hein, vous avez abordé ça sur le temps de travail, le télétravail. Alors évidemment, c'est difficile d'aller tondre des pelouses en télétravail. Hein, donc, on sait bien que ça a ses limites pour certaines activités. Mais effectivement, toutes les réflexions que vous avez amorcées font partie des réflexions des plans de mobilité, quoi. Après, à une échelle plus large, hier, j'ai assisté à l'arrivée du premier train de Railcoop dans une gare, à la gare de Figeac. Railcoop, une coopérative qui s'est lancée il y a quelques mois et qui a obtenu ses certificats de transporteur. Et donc, il propose du transport par rail pour suppléer les lacunes de la SNCF. Et alors, outre le fait que c'est une coopérative, qu'ils ont des pratiques vertueuses avec des maîtrises de salaire, de coûts, etc., mais c'est aussi un engagement. Et il y avait des témoignages à cette occasion-là d'entreprises qui disaient nous, on choisit Railcoop, même si c'est plus cher que la route, mais parce que ça va nous faire diviser par 10 notre impact de transport, l'impact environnemental du transport. Donc, à un moment, c'est vrai que c'est un engagement citoyen, j'allais dire, de chacun. Mais évidemment, il serait plus pertinent s'il y avait des règles et des contraintes qui pénalisaient, entre guillemets, les modes les moins vertueux. Mais bon, quand on voit le résultat de la COP26, on se dit que on n'y est pas encore. Malheureusement, on y est encore loin. Il n'y a plus de questions. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vraiment très, très éclairant et on voit bien à travers tous les paramètres sur ce tableau-là particulièrement que c'est pas simple, quoi, et que on entend effectivement souvent dans ce débat sur l'électrique, l'hydrogène, etc., un argument, alors qu'il y en a plein, quoi, et qui se balancent. Il n'y a rien d'idéal, sinon je pense qu'on l'aurait déjà développé, et qu'effectivement c'est sans doute en fonction des besoins de chacun qu'il faut vraiment calculer, regarder quelle est la motorisation la plus adaptée. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, quelque chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, ou peut-être que je le rajoute dans la présentation, je le mentionne sur ce tableau, c'est le poids. Et le poids est très déterminant puisque un véhicule plus lourd, c'est un véhicule qui consomme plus. Et notamment, les véhicules à hydrogène, c'est des véhicules qui sont très lourds. C'est pas des véhicules qui sont adaptés pour faire de l'urbain. On a besoin de petits véhicules légers. Mais c'est des véhicules une motorisation qui est beaucoup plus adaptée aux gros véhicules, notamment on pense aux bus, aux camions, qui peuvent faire des grandes distances, qui sont déjà très lourds, donc pas un énorme rajout. Voilà. Donc il y a différents types de motorisation qui sont plus adaptés à certains véhicules, à certains usages que d'autres. Vous faites bien de dire ça aussi d'un point de vue particulier, mais les entreprises sont concernées dans leur flotte aussi. C'est tout cet engouement autour des SUV. Et beaucoup de personnes se sentent capables de basculer sur l'électrique, mais parce que en fait, on a un confort de véhicule qui est aussi bien qu'un véhicule thermique. Et alors moi, je dis toujours que clairement, c'est pas une solution recevable. Maintenant, justement, je manque de chiffres et de données permettant de dire, voilà, avec une citadine qui fait tant de poids, et on va aller consommer tant de kilowattheures par kilomètre, alors que si vous avez un SUV, du coup, on bascule à temps. Vous voyez, histoire d'avoir un peu des données. Et ça, je ne sais pas si ça existe même.
Parce que ça peut exister. Il me semble avoir compris que pour les critères, la modalité d'attribution du critère et du calcul va prendre en compte ou va chercher à prendre en compte le poids du véhicule justement pour limiter les SUV en ville. Mais c'est en réflexion, mais c'est une chose qui va être prise en compte, je pense. Ce serait bien, parce que c'est vrai que le critère, dans la tête de beaucoup de personnes, ça a été un peu mélangé. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une notion de pollution et c'est complètement différent de l'impact carbone. Sur certains éléments, ça peut être lié, mais sur d'autres, pas du tout. Et les gens se disent « Ah bah c'est bon, je roule avec un SUV qui est en critère 1, tout va bien. » Oui, d'accord, enfin, tu ne pollues pas, certes, mais tu consommes en termes d'impact carbone bien plus que… et puis en plus, le poids du voiture essence, quoi. Le poids du véhicule influe sur la pollution en particules parce que plus le véhicule est lourd, plus les frottements vont être importants et ça va émettre des particules fines aussi. D'accord. Ouais, je connaissais ça. Et là-dessus, il me semble que le gouvernement s'est fixé une règle pas très ambitieuse en termes de limite haute à partir de laquelle on taxait ou je ne sais pas quoi, beaucoup plus haute en tout cas que ce que la Convention citoyenne avait proposé. Je ne sais pas si quelqu'un a des éléments là-dessus, mais… Et sur le poids des véhicules, oui, ça va être Oui, taxé. c'est ça. Il me semble qu'on est effectivement, je ne sais pas, à plus d'une tonne, donc on reste peu pénalisant, entre guillemets, pour les SUV, quoi. Alors que ça aurait été l'occasion, sans doute, d'inciter au développement de petits véhicules. C'est vrai qu'on est, on est loin des habitudes de consommation qu'on trouve aux États-Unis, par exemple. On a systématiquement des véhicules qui font 4 fois la taille des nôtres, avec juste 2 personnes dedans. Mais personnellement, je trouve que sur la route, on trouve beaucoup plus de grosses voitures que ce qu'on trouvait avant, quoi. Suite à l'engouement de l'électrique. Tout à fait. Ce qui est aberrant, parce que c'est vrai que les progrès de motorisation, du coup, ont été compensés par cette augmentation de poids. Et au final, je crois qu'en consommation et en pollution, on est relativement stable, quoi, ce qui est dommage, parce qu'il y a quand même des vrais efforts de performance qui sont faits, quoi. Et le poids, du coup, la motorisation, c'est aussi directement lié. C'est-à-dire qu'une voiture qui va avoir un moteur bien plus puissant va forcément aussi être plus lourde. Alors, le moteur est souvent plus lourd parce qu'il est plus gros. Après, je dirais que c'est plus l'inverse. C'est plus la voiture est grosse, plus le moteur a besoin d'être puissant. Et plus il est puissant, plus il va avoir de différents blocs moteurs et plus ça va consommer. Parce que je vois les Tesla, là, on en voit partout maintenant. C'est une hérésie, ou clairement c'est pertinent. Alors, je crois que les Tesla, c'est des véhicules qui consomment énormément d'électricité. Pour avoir vu quelques articles dessus, c'est de l'ordre de 4 fois que consomme un véhicule normal. Donc bon. Mais c'est une aberration, quoi. Oui. Merci. Non, mais c'est important de sensibiliser les gens avec ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'achètent une conscience en achetant un véhicule électrique, mais qui ne se rendent pas compte des conséquences derrière. Disons qu'on n'a pas de rejet direct, mais on a des rejets indirects. Si on part sur l'électrique, panneau solaire, oui, mais sinon on entend le postulat, le nucléaire ne pollue pas, et là ça pose question. Ah oui, ça fait bizarre. C'est vrai que la pollution pour 250 ans, c'est pas beaucoup.